Bonjour tout le monde et bienvenue dans Face à Rajou. Je vous le rappelle un petit peu comme à chaque fois. Face à Rajou et le Street Show, c'est lié. Donc sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez Face à Rajou, enfin plutôt le Street Show by Rajou sur Instagram, le Street Show sur TikTok. Vous allez retrouver tous les extraits, toutes les émissions de Face à Rajou et du Street Show. Le Street Show by Rajou également sur Facebook. Et aujourd'hui, dans Face à Rajou, mon invité, c'est Vincent McDoom. Bonjour, tu vas bien? Si on m'avait dit ça, ça va et toi? Ça va super bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je regarde déjà le t-shirt with a fuck hair and ça commence fort. With a fuck hair and a fuck hair, a fuck there, a fuck everywhere, fuck. C'est un petit peu un message subliminal en fait. Ça veut dire on emmerde tout le monde un peu? On emmerde? Non, pas du tout, pas tout le monde. Parce que je ne suis pas comme ça. C'est parce que, en fait, une petite communauté, dans la communauté LGBT++, en fait, me considère comme tout simplement transphobe, tout simplement parce que je dis des vérités qui dérangent. Ouais, c'est ton message. On va évidemment reparler aujourd'hui, mais pas que. On va parler de toi. Qui es-tu? C'est pour ça que tu es là, pour savoir un peu plus sur toi. Qui est vraiment Vincent McDoom? Vous allez tout découvrir. Déjà, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton livre. Vincent McDoom, donc l'homme que je suis. Sorti en 2004, donc c'était à 21 ans, mais là il y a une réédition. Exactement, c'est une réédition parce que la première édition a tellement bien marché, les gens commencent à demander encore. So, j'ai sorti celle-là avant d'écrire l'autre livre. Ouais, voilà, c'est ça, pourquoi pas faire la suite? Oui, parce que j'aimerais bien faire la continuité, tout à fait, donc là, qui est en préparation bien. Là, clairement, c'est une biographie, tu parles de toute ta vie, des blessures, de ton parcours. Oui, parce que, vous savez, quand vous passez à la télé, la presse veut dicter qui vous êtes au public, en fait. Et finalement, je réalisais que le public ne me connaissait pas vraiment. Et je voulais que le public sache qui je suis avant d'être une personnalité ou avant d'être la personne que la presse leur a dit que je suis. Oui, c'est vrai que tu as toujours une personnalité assez sulfureuse, on peut dire, dans les médias. Sulfureuse, bof. Je sais pas si des gros mots. Je sais pas si on peut dire excentrique. Non, t'aimes pas ce qu'on a non plus? Excentrique, c'est un joli mot. Ah oui, mais c'est pas. Je dirais tout simplement une être colorée. Moi, je préfère. Donc toi, tu es anglais, c'est ça? Je suis anglais. Je suis né dans une petite île dans la Caraïbe anglaise qui s'appelle Sainte-Lucie. Et donc, on va quand même faire l'interview en français, quand même, parce que tu parles les deux, mais toujours avec ton accent. Mais il y a des moments, j'oublie les mots en français, ça vient en anglais. Et je voudrais raconter une conversation qu'on a eue, parce qu'elle est marrante. Quand je t'ai dit est-ce qu'on peut se tutoyer, tu m'as dit, de toute façon, en anglais, le you, il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a pas de tutoiement. Ah non, pas du tout. Parce qu'en anglais, il y a you, en fait. Avec moi, les gens disent tout le temps, les gens critiquaient Jane Birkin par rapport à son accent et par rapport à la façon qu'elle parle. Mais vous savez, tu sais, la langue française, c'est une jolie langue, mais c'est une langue qui est très, très difficile. Et peu importe, tu vois, chaque fois que je parlais avec les gens et j'ai essayé de corriger certaines choses, les gens me disaient non, sinon ce n'est pas toi. Je voulais garder cette chose qui est à moi. Voilà. Donc on disait que tu es né sur cette petite île, mais tu es arrivé... comment ça se passe l'enfance pour toi, pour reprendre un peu depuis le début? Tu vis sur cette île, c'est ça? Comment ça se passait? En fait, je l'explique. Nous sommes 22 frères et sœurs. Ah oui. Mon père, il a eu ces enfants-là avec 8 femmes. Il était marié avec une. Et de temps en temps, il y a 2 femmes qui se croisaient à l'hôpital parce qu'ils sont nés le même mois ou la même année. Ça, c'est pas un problème. Et il n'a pas eu de problème avec ça, du coup? Oui, parce qu'à l'époque, mon père voulait une équipe de foot, mais finalement, il en a eu 2. Il en a eu 2, oui, complètement, là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans les petites îles comme ça. Exactement. C'est des choses qui sont tout à fait normales dans des petites îles comme Sainte-Lucie. Mais à Sainte-Lucie, je réalisais très vite, tu vois, ce que les étrangers appelaient Sex and Son, ce n'était pas Sex and Son pour moi, en fait. J'ai tout fait. C'est une île qui est très, très homophobe. C'est une île aussi, même si ils ne le pratiquent pas, mais quand même, il y a une loi. Si jamais quelqu'un dit que vous êtes homosexuel, on peut te mettre en prison, en fait, qui s'appelle le Buggery Law, en fait. Et moi, je travaille avec les politiciens pour essayer d'abroger ou de faire en sorte d'éliminer cette loi. Toujours en connexion là-bas, alors. Exactement. Ça, tu vas de temps en temps. Tu as peut-être encore de la famille là-bas, j'imagine. Oui, mais comment je suis arrivée en France? Tout simplement parce que j'ai toujours rêvé de la mode.
Et la mode m'a donné cette possibilité, cette freedom, cette liberté d'être qui je suis. Et un jour, je rentrais dans un concours de mode et le prix, c'était pour faire un stage chez Paco Rabanne. Et je suis arrivée en France en 2018. Non, pas en 2018. Ah non, peut-être avant. En 1998. L'année où on gagne la Coupe du Monde. Bravo, félicitations. Je suis arrivée cette année-là. Et quand je suis arrivée... non, en 1988, pas 1998. En 1988, c'est mieux que moi. Tu vois, pour faire mon stage chez Paco Rabanne. Et après, je faisais mes études à... Mais le truc, c'est que tu es à Sainte-Lucie et tu viens comme ça et tu dis, je vais trouver un stage, je vais rencontrer du monde. Ou non, c'est pas comme ça. Tu as déjà des connexions à Sainte-Lucie, en fait. Non. À Sainte-Lucie, qu'est-ce qui se passe? Lors de le 10e anniversaire de l'indépendance de Sainte-Lucie, il y a eu l'arrivée en guest, le roi Charles d'Angleterre, qui était le Prince Charles. Exactement. Et à ce moment-là, l'île voulait faire une défilé de mode pour impressionner. Et ils ont demandé à 12 créateurs sur l'île de faire cette défilé. Et moi, je gagnais le prix de meilleur créateur. Et quand je gagnais le prix de meilleur créateur, l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, il est venu sur le podium, il a dit, écoute, cette personne-là, j'aimerais bien lui offrir un passage en France. Et le passage, c'était pour faire un stage chez Paco Rabanne. Et une fois terminé, exactement, une fois terminé mon stage chez Paco Rabanne pendant un an, Paco m'a donné une attestation que je suis partie à Sainte-Lucie avec. Et l'attestation disait, ce garçon, il a énormément de qualité. Oh, il peut faire ce métier-là, ça sera dommage qu'il n'a pas le côté théorie. Moi, je suis revenue en France, cette fois-ci, boursier pour faire mes études de 4 ans à l'école Est. Donc c'est à Sainte-Lucie que tu as envie d'être dans la mode. Mais est-ce qu'à Sainte-Lucie, déjà, tu as tes vêtements, tu t'habilles comment à Sainte-Lucie à l'époque? Wow, non, tu ne pouvais pas. Parce qu'à Sainte-Lucie, on va dire en garçon. Parce qu'à Sainte-Lucie, je ne savais pas que ça existait de pouvoir mettre le vêtement d'une femme sur un garçon. Je ne savais pas, en fait. Même si j'étais efféminée, j'étais toujours habillée en garçon. Okay. Et vous devez savoir une autre chose, par respect pour la famille et la religion et la société, parce que vous ne voulez pas attirer non plus les problèmes avec ça. Mais après, tu te rends compte en France, ça se fait, mais très peu quand même. Tu as très peu d'hommes qui s'habillent en femmes normales, qui s'assument autant que toi, on va dire. Vous savez, la France, pour moi, j'ai découvert, quand je suis arrivée, la France, c'est le berceau de luxe et de bon goût, en fait. Et la liberté même, la France m'a donné une certaine liberté, cette liberté d'être moi-même, parce que beaucoup de gens se mettent dans une prison, et la prison, c'est eux-mêmes qui créent cette prison-là. Ils ont la clé, mais ils ne veulent pas ouvrir cette clé. Ils ne veulent pas ouvrir cette prison, ils préfèrent de suivre, tu vois, le système et être soumis à le système. Je n'ai jamais été soumis à un système ou soumis à qui que ce soit, en fait. Et la France m'a donné et m'a appris que cette liberté, je peux la prendre. Et c'est ce que j'ai fait et grâce à la... Et tu n'as jamais eu de soucis particuliers à te mettre dans cette position? Parce que certains ont pu... Non, je n'ai jamais eu. Mais tu sais... Oui, mais je vais vous raconter une anecdote, en fait. J'en ai fait une émission qui s'appelle La Ferme Célébrité. Yes. Quand je rentrais dans la ferme, je ne portais pas des vêtements de femme. Je portais tout le temps des talons 7, mais je portais tout le temps un pantalon et des hauts, des vestes. C'est Arthur. Tu vois? Quand tu as eu un problème gastrique et tu as été aux toilettes. Exactement. Il m'a dit, je traversais le champ avec un talon et un pull. Et lui, il m'a dit, mais vous savez, Vincent, le public adore voir tes jambes et tu as porté une robe. Est-ce que tu peux? Et pour Arthur, je l'ai fait et ça a fait une grande score de d'audimat pour la chaîne. On va en reparler justement de cette ferme célébrité, justement, parce que le grand public t'a connu avec cette émission. C'est en 2004 sur TF1. Juste avant, donc on disait, donc tu commences à être dans la mode, tu travaillais pour Paco Rabanne. Tu as fait également des émissions sur... tu arrives aussi dans comment ça se passe la télé? Tu arrives sur Paris Première? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Moi, je travaillais dans la mode. Je travaillais à côté des grands créateurs. Je travaillais avec Angelo Talazzi quand il était chez Guy Laroche. Je travaillais avec Marc Jacobs en tant qu'assistante. Ouais. Je travaillais chez beaucoup de grandes maisons aussi avec Olivier Guimard quand il était directeur artistique chez Paco Rabanne. Je travaillais là. Et petit à petit, je commençais à sortir et j'ai acquis toute une liste ou une...
des gens connus, en fait. Et un jour, il y a une dame qui s'appelle Beverly Blisco. Elle m'a vue dans une soirée. Elle m'a demandé de venir travailler dans une boîte de nuit à l'époque le propriétaire était Johnny Depp et Simply Red. Ça s'appelle Le Manery sur les Champs-Élysées. Je travaillais là-bas. Je travaillais dans la journée chez Louis Vuitton et le soir, je travaillais dans cette boîte de nuit. Et un jour, comment il s'appelle? Un journaliste qui faisait, tu vois, dans Libération, il faisait une petite chronique sur la nuit parisienne. Et lui, il avait fait un documentaire qui allait passer sur Paris Première. Et moi, j'ai été là au moment qu'il présentait ce documentaire. Et une dame qui s'appelle Sabrina Azoulay, qui était à l'époque la directrice de programme de Paris Première, elle est venue me voir et elle m'a demandé de venir dans un casting. Je suis allé dans le casting et finalement, c'était pour remettre au goût du jour le speakerine. Et finalement, je suis devenu le speakerine et je faisais aussi le météo à Paris Première. Et quand les autres chaînes commencent à remettre au goût du jour le speakerine, je voulais faire quelque chose d'autre. Sabrina Azoulay, elle était partie joindre Jean-Luc Delarue à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? Paris Première ne savait pas quoi faire avec moi. Et à l'époque, Frédéric Becbédé devait faire une émission littéraire, mais à poil. Et il voulait que moi, je sois à poil aussi. Et c'est pas comme ça que je voulais faire de la télé. Sauf finalement, j'ai décidé, je n'ai pas envie de le faire ça. Il en a fait une émission, oui, mais il n'a pas fait beaucoup d'émissions. Non, il en a fait quelques-unes. Tu vois? Et moi, je ne voulais pas faire ça. Et après, Alexia de la Rochebert et Angélique Sonsonetti, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé si je voulais venir faire un casting pour une nouvelle émission de télé-réalité parce que M6 avait vraiment fait une score d'audimat incroyable avec le premier Loft, avec Lorena, et TF1 voulait faire encore mieux. Et TF1 a décidé... Ils ont eu déjà la Starac, TF1 à l'époque. Ils avaient eu la Star Academy juste après. Donc, Ils ont eu le Starac, mais ils n'ont pas eu un enfermement avec tout le monde. So, ils ont décidé de faire, tu vois, La Ferme. Et La Ferme, je fais La Ferme avec... Et ça m'a donné... 2004, Ça m'a donné quelque chose que je ne cracherai jamais dans la soupe. Ça m'a donné le tremplin, ça m'a donné une possibilité, tu vois, de rencontrer une public qui ne connaissait pas des garçons comme moi exister. Je ouvrais la porte pour ce qu'on voit en ce moment. C'est bien qu'on est en 2004, effectivement, et que c'est pas pareil qu'aujourd'hui, on n'est pas en 2025. Ben non, pas du tout. Donc on voyait un homme un peu en femme, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme. La personne qu'on voit en face, après on découvre que c'est un homme. Exactement. Parce que les gens ne savaient pas. Et parce que les gens ne savaient pas, TF1 m'a donné la possibilité. Et grâce à Arthur et grâce à Alexia de la Rochebert, je suis allé jusqu'au bout. Pascal Olmeta, il a gagné. Mais par contre, en sortant de cette émission, l'homme que le public ne comprenait pas au début et l'homme que le public disait en travesti ou aussi en PD, comme ça, soudainement, les gens m'appelaient Monsieur McDoom, en fait. Sauf finalement, c'est pas moi qui a changé, c'est le perspective du public qui a changé. Tu as été on va dire, un nouveau personnage dans les médias aussi. Dans le paysage audiovisuel. Et à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux non plus. Donc, tu n'as pas une haine que tu dois avoir. Enfin, c'est pas sûr que tu l'aies, mais il n'y a rien sur Twitter. Je ne l'ai pas eu parce qu'à l'époque, nous n'avons même pas eu de TNT. Oui, la TNT arrive en 2005. C'était après. Nous avons eu une chaîne en continu. En fait, ça a beaucoup aidé l'émission parce que La Ferme reste quand même l'émission de télé-réalité qui a fait le plus d'audimat en Access Prime et en Prime. On faisait 8 millions de téléspectateurs en Access et 12 millions en Prime. Elle a quand même été contestée, cette émission, cet enfermement avec les animaux. Mais contestée pourquoi? Il n'y avait pas de raison. À l'époque, oui, tout simplement. Comme José Bové, des choses comme ça qui contestaient parce qu'il disait que ça donnait une mauvaise image à ce que les fermiers vivent vraiment au quotidien. Mais non, ça nous a appris comment ça se passe. On va rappeler le casting portugais. Il y a Mia Fry avec toi également, la danseuse. Mia Fry, Evangélie, Elodie Gossuin, Mousse Diouf, oui. Elodie Gossuin. Ticia, Eva Kovaleska, Massimo Gardia et Pascal Maxime. Comment il s'appelle encore? Hilario Calvo. Oui, Hilario qui était chroniqueur chez Christine Bravo, l'italien. Et Pascal Olmeta. Alors il y a des gens qu'on ne voit plus, évidemment, on te voit encore, mais il y a des gens qu'on voit un peu moins dans ce casting. Mais bon, à l'époque, ça avait bien marché, comme tu dis. Il y a eu la saison 2, la saison juste après, qui a moins bien marché. Ça n'a pas si bien marché parce que TF1 a voulu chercher le même personnage dans d'autres personnes et ça n'a pas marché. C'est Jordi qui avait gagné. C'est Jordi qui a gagné.
Mais bon, voilà, on retient toujours la première. Après, c'est que des répétitions, comme on sait. Hein. C'est la vérité. Les gens retiennent toujours le En tout cas, toi, tu es partie de cette émission. Bon, on va te voir régulièrement dans les médias. Mais si tu demandes les gens, la ferme, les gens, il y a très peu de noms qui vont arriver. Les gens vont dire Vincent McDormand en premier. Bah, oui. Les gens vont dire Evangeli. Les gens vont dire Massimo Gargia. Les gens vont dire Michael Vendetta. Les gens vont dire... Michael Vendetta, c'est après, ça. Exactement, le troisième. C'est lui qui l'avait gagné, Vendetta. C'est lui qui l'avait gagné. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Je l'avais rencontré et puis il le répétait souvent qu'il l'avait gagné, effectivement. Donc, Vincent McDormand, l'homme que je suis, hein, c'est ton livre. Alors, si tu le sors en 2004, c'est avant ou après La Ferme? C'était après La Ferme. J'ai eu un coup de fil de Michel Lafont. Tu parles de et eux, ils m'ont demandé de parler de qui je suis. Et tu parles justement dans ce livre de tout, hein, t'es sans tabou, notamment de tes blessures, un sujet un peu plus grave, hein, donc du viol que tu as subi à 9 ans. Les viols que j'ai subis quand j'étais gamin. Tu as eu besoin d'en parler, c'est important pour toi de te libérer là-dessus Moi, je pense que c'est important d'en parler, c'est important de partager aussi. Et là, j'avais une plateforme, j'avais une voix, c'était le moment de parler, d'expliquer ce que j'ai vécu, en fait. Et le mouvement MeToo, en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui ai commencé ce mouvement, en fait. J'ai été la première personne à dire que j'ai été violée. Parce que le MeToo, c'est dans le monde du cinéma à la base. Toi, c'était plus dans le monde privé, entre guillemets. Hein. Oui, mais même si c'est dans le monde privé, bien sûr, complètement. C'est des gamins. Du cinéma. Ah bah oui, non, mais c'est atroce dans tous les cas. Hein. Quand vous subissez une viol à l'âge de 9 ans, tu vois, de temps en temps, 4 fois par semaine, jusqu'à l'âge de 13 ans, tu vois, quand même, c'est pas évident. Et je ne pouvais pas parler à mon île parce qu'il y a une certaine hiérarchie. Et mon oncle qui m'a violée me faisait de chantage parce qu'un enfant, ça se voit, ça se parle pas. Et si l'enfant parle, les personnes plus âgées peuvent dire c'est une mensonge. Sur moi, le problème, tu as pu en parler, on parlait vraiment à aucun proche, dans ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Je ne pouvais pas parler parce que personne n'allait me croire de toute façon. Je gardais ça jusqu'au moment où j'ai écrit mon livre. Et j'explique vraiment comment ça s'est passé, les circonstances sur lesquelles et ce qui se passait après cette viol et comment je me suis réagi par rapport à ça. Et comment ont réagi tes proches quand tu as sorti le livre, quand ils l'ont su? Ils t'ont rappelé, t'ont dit on est désolé, ils sont foutés, je sais pas. Wow, vous savez, juste avant de rentrer dans la ferme, je suis reparti à Sainte-Lucie pour le funérail de ma mère adoptive, parce qu'il y a une dame que je vivais avec elle, que je considère comme ma mère adoptive, qui s'appelle Vicky. Et quand j'étais là-bas, il y a la presse qui est venue me demander si je voulais faire une interview. Et à cette époque, l'interview était en live, en fait. C'était pas des interviews enregistrées. Et moi, je faisais cette interview-là. Et à l'époque, mon oncle qui m'a violée, il était ministre dans le gouvernement. Mais il était l'un des ministres qui pouvait changer la possibilité il était un des ministres qui pouvait bloquer l'envie que j'avais de changer la loi sous l'homophobie à Sainte-Lucie et le Buggery Law, en fait, dont on a parlé au début. Et lui, il ne voulait pas. Il était là. Et à un moment, le présentateur m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi tu ne reviens pas à Sainte-Lucie partager ce que tu as acquis avec les Sainte-Luciens? Et je disais, ce n'est pas ce que je n'ai pas envie de le faire. C'est tout simplement, je ne peux pas le faire. Parce que la personne qui m'a violée, tu vois, quand même, je rentre en contact avec lui tout le temps et je ne voulais pas. En ce moment, je n'ai plus de contact. Et à ce moment-là, ça a créé toute une boule de neige et toute la presse en parlait et ça a déstabilisé le gouvernement à l'époque. Le gouvernement a perdu les élections et finalement, les choses commencent à changer. Donc, il réagit comment à la sortie du livre? On parlait de ta famille, tes proches, mais lui, quand il voit ça, il va forcément... Il démentit, il dit oui, malheureusement, je l'ai fait... Mon oncle, il n'a jamais rien démenti. C'est ça le chose. Ah oui, normal. Il n'a jamais rien démenti. D'ailleurs, tu vois, il y a d'autres garçons, après avoir parlé dans la presse, qui, eux, sont venus au-devant et disent, eux aussi, ils ont subi la même chose. Ah oui, forcément, tu as ouvert la parole. Exactement. Comme tu disais, tu as un peu ouvert, tu as été le MeToo avant l'heure, tu as commencé à ouvrir la parole, mais après, ça s'est un peu calmé peut-être. Et avec le MeToo, les gens ont continué à reparler. Ça, c'est jamais... Non, il y a un moment, ça parlait moins. Les gens ne le disaient pas. Ça, c'est jamais calmé. Non, mais je parle de la parole. Je ne parle pas des viols, évidemment. Oui. Je parle de la parole des gens. Mais vous savez, les réseaux sociaux donnent des gens plus de courage parce qu'ils sont derrière un écran et les gens peuvent en parler plus.
Mais avant, on n'avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir en parler, ou pour partager certaines choses. Et on attendait le moment venu. Et le moment venu, pour moi, c'était la télé m'a donné une plateforme. J'ai utilisé cette plateforme. Quand tu as une plateforme, tu vas l'utiliser au moment venu. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, tout simplement. Oui, ça a ouvert donc la parole. Et toi, tu as eu envie de... Ton oncle, est-ce qu'aujourd'hui, tu lui as pardonné? Tu as envie de... Ou tu as envie de voir, voilà, C'est une jolie question. Est-ce que tu as envie de le faire souffrir ou tu lui as pardonné? Non, j'ai envie de faire souffrir personne, tu vois, parce que ça ne sert à rien du tout. Et moi, je pardonnais mon oncle. Pas parce que, tu vois, je pardonnais mon oncle pour que moi, je sois libre, en fait. Si je ne pardonne pas cette personne-là, je ne suis pas libre. Je vais garder ça, je vais porter ça partout avec moi. Et je n'ai pas envie d'avoir ça. Aujourd'hui, tu te sens bien, tu es libre? Ah, ben, je suis complètement libre. Depuis combien de temps tu te sens bien, en fait? Depuis combien de temps? Depuis le temps que j'en ai parlé publiquement. Depuis le livre, alors depuis 21 ans. Exactement. C'est-à-dire qu'avant ces 21 ans, tu avais encore ce blocage. Il y a plusieurs choses, j'ai l'impression, qui t'ont débloqué. C'est forcément cette mode d'arriver à Paris, de pouvoir être toi, et ensuite ce livre. Ces deux éléments, ces deux facteurs importants dans ta vie. Vous savez, des psychanalystes peuvent utiliser mon livre parce qu'il y a tellement de choses pour aider les jeunes. Parce que les jeunes, en ce moment, qui ne peuvent pas parler, ils peuvent utiliser le livre. C'est un bon sujet d'étude. Effectivement. On vous le conseille, hein, donc, le livre L'homme que je suis. Hein, donc, et si les gens veulent avoir le livre, les gens peuvent passer sur mon réseaux sociaux. Je qu'une seule Instagram, parce que je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur rien d'autre. Je suis sur Instagram et c'est Vincent McDoundéa. Et tu es réactif en plus, tu réponds en plus au message. Mais je réponds, oui, tout à fait. Tu essayes de répondre. Parce que c'est comme ça que tu vas contacter. Ah ben voilà, ouais, c'est sur Instagram. Alors on va raconter, comme je disais, de la petite storytelling, comment on m'a conseillé, on m'a envoyé ta vidéo, une personne de mon entourage, et donc je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être intéressant, tu viennes, je t'ai contacté le lendemain, et puis voilà, donc tu es là, ça s'est fait en très peu de temps, hein, donc merci à elle et merci à toi de me partager ton plateforme avec moi. Oh bah oui, non, mais c'est avec plaisir. On m'a dit beaucoup de bien de toi, hein, comme Bruno Monroe, qu'on salue évidemment, qui est venu. Oh, il est gentil. Qui est venu chez nous il n'y a pas si longtemps. Ouais, donc. Il est gentil, il a beaucoup de choses à se dire, ce garçon. Oui. Un peu hard, un peu direct, un peu cash, mais tu vois, c'est lui et les gens ne doivent pas le blâmer parce que c'est ses vrais sentiments et les gens doivent Justement, on va faire un parallèle avec toi, c'est-à-dire que lui, il est vraiment politisé aujourd'hui. Hein, toi, tu ne l'es pas. Toi, tu es apolitique. Je suis apolitique, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux, par exemple, tu peux aimer, apprécier une personne et ne pas aimer certaines choses que la personne fait. Par exemple, tu vois, en ce moment, si tu veux, maintenant les gens vous posent la question, est-ce que tu es pro-Palestine ou pro-Israël? En fait, j'aime les deux pays, en fait. Je suis très pro-Palestine. Il est très compliqué ce conflit, mais ça fait c'est compliqué, presque 100 ans. Mais c'est une chose qui, ça fait longtemps que ça dure, mais moi, je peux aimer, tu vois, les Israéliens, mais par contre, il y a un problème pour moi quand je vois les femmes et les enfants qui sont en train de tuer. Pour moi, je suis contre ça, mais ça ne veut pas dire que je suis contre ce qui... Le chose, c'est, de toute façon, ils ont le droit, si ils pensent qu'ils ont subi un tort, de rectifier les choses. Ils ont le droit de se défendre, en fait. Mais combien de vies vont-on prendre pour, tu vois, et ça, c'est dommage, parce que c'est les enfants qui est le plus important pour moi. On t'a vu faire quelques déclarations dans les médias, on va y revenir dans un instant. Juste avant, encore un peu juste pour parler des médias, on t'a vu, suite à la ferme, tu as vu quelques émissions comme La Folle Route avec Magloire. La Folle Route avec Magloire, et ça, c'est une belle histoire, en fait. C'était le Paris Hilton à la française, c'est ça? C'était le Simple Life. Simple Life, voilà. Simple Life à la française. Parce que, mais tout ça a commencé avec Jean-Pierre Pernaut. Parce que je regardais Jean-Pierre Pernaut tous les jours et j'ai appris, même si je n'ai pas la verbe comme vous en français, j'ai appris à parler la langue française comme ça, avec lui. Tous les jours à 13h, j'étais devant la télévision. Mais ce qu'il faisait qui était magnifique, il montrait tous ces différents départements de France et tous les terroirs de France. Et moi, je disais, pourquoi regarder ça sur une... comment ça s'appelle ça? À l'écran. J'aimerais bien y aller. Et un jour, lors d'un mariage, je parlais avec Cécile de Minibus, elle trouvait que c'était intéressant.
elle a parlé avec Koé et Koé a décidé de produire. On a eu 3 saisons et les gens demandent toujours plus de saisons parce que le binôme entre Magloire et moi, ça s'est bien passé. Donc justement, tu as un petit mot, tu viens de citer Koé. Koé est de retour à la radio, tu es content? Je suis content pour lui, tu vois. Je peux comprendre les victimes de ce qu'on pense. Il a été présumé, il a été acquitté. Hein. Je peux comprendre les victimes, mais aussi, moi, je connais Sébastien. Et Sébastien n'est pas quelqu'un qui est agressif et Sébastien n'est pas quelqu'un... Il n'est pas comme ça, en fait. Par contre, il est très joueur, en fait. Et les gens peuvent mal interpréter certaines choses. Mais aussi, il y a le fait que Koé est une personne qui a énormément de visibilité et lui, il peut ouvrir la voie pour certaines personnes. Certaines personnes viennent vers lui pour ça. Et peut-être, eux, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient de lui. Et finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, écoute, va chercher la vérité et le mensonge là-dedans. Il y en a beaucoup. Je suis assez d'accord. Je l'ai côtoyé. Il ne doit peut-être pas s'en rappeler. Hein, c'est vraiment une belle personne. J'ai été stagiaire à Énergie à l'époque et je pense, comme tu as bien résumé, il peut être joueur, mais je ne le vois pas. Moi, je n'ai pas été vraiment d'accord avec toute cette affaire et on lui apporte... un autre soutien. De toute façon, s'il est aujourd'hui à la radio, c'est qu'il a été admis innocent, jugé innocent. Donc, au final, il peut exercer. Et c'est très bien qu'il soit de retour à la radio. Il le mérite. On te verra peut-être dans son émission. Qui sait, hein. Ah, il a un talk show? Oui, voilà, il est de retour le matin sur Europe 2. C'est lui qui réveille les gens sur Europe 2 de 7h à 11h. Ça, c'est bien pour lui. Parce que tu avais fait à l'époque ces émissions. Et j'aimerais bien retravailler avec lui. J'aimerais bien qu'on reprenne la follow avec lui, peut-être. On ne sait pas. On lance un appel, hein. Et Koé, si on peut se rencontrer, si on peut avoir des projets ensemble, voilà, lançons des appels comme ça, on ne sait jamais. C'est en tentant qu'on arrive. Si qui ne tente rien. Si tu ne demandes pas, tu ne vas jamais savoir. Bah ouais, c'est ça. Oui, tu allais beaucoup dans la méthode Koé. Le matin à la radio, tu devais y aller aussi beaucoup. À l'époque sur Fun et Europe 2. Donc, tu as eu ton émission. Tu as vu aussi MCE avec Daniela Martins. Tu avais commenté un match de football. J'ai commenté un match de foot parce que grâce à Pascal Olmeta, grâce à Pascal Olmeta, écoute, je fréquentais des personnes, des footeux en fait. J'étais très ami avec le directeur pas à Marseille. L'OM, c'est ça? L'OM? Oui, l'OM, ouais. Oui, José Anigo. José Anigo, oui. Je suis très ami avec José Anigo et José me demandait souvent de venir voir des matchs de foot. Et un jour, quand ma chaîne étudiante m'a demandé de le faire avec Daniela Martins, j'ai accepté. Mais il me semble que même dans la ferme, tu n'avais pas été voir un match... Je t'ai vu avec l'équipe de l'OM, avec Bernard Casoni. Oui, tout à fait. Parce que... tu as regardé la finale avec Olmeta, ça je m'en rappelle. Parce que la finale de Coupe d'Europe... je suis parti à Göteborg avec Pascal pour voir un match de foot France-Göteborg, en fait. Ouais, France, oui. En gros, tu as eu des contacts, tu es resté là-dedans. Toujours en contact avec Pascal Olmeta? Toujours en contact, parce que j'en ai fait, il y a 2 ans, une pièce de théâtre qui s'appelle Hasta la Vista avec lui. Et lui et moi, on était en tête d'affiche. C'était un plaisir de travailler avec lui. Et ça me fait plaisir parce que maintenant, je fais de théâtre. Il a gagné la Ligue des Champions, tu le sais, ça, Pascal Olmeta? Bien évidemment. En remplaçant, mais il l'a gagné. Merci. Il a joué, mais c'était Fabien Barthez qui l'avait préparé. Il l'a gagné quand même, il était sur le banc. Et l'invitation, c'était Fabien Barthez qui nous a envoyé une invitation. C'était il y a quelques années maintenant, l'équipe Fabien Barthez, c'était à l'époque. Hein, donc, en 2024, donc on le disait, tu as été pas mal dans les médias. Aujourd'hui, beaucoup moins. Tu disais que tu voulais t'accepter plus n'importe quoi, parce qu'il y a moins d'argent. Ah, j'adore. Tu te rappelles des choses. On a dit oui. Quand tu sors d'une émission qui te donne autant de visibilité, beaucoup de gens veulent de toi. Mais malheureusement, ils veulent de toi, mais ils ne savent pas où te mettre par rapport à ton apparence. On veut absolument de toi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on m'invite, je devais faire la folle de service. Et moi, je choisis ne pas être la folle de service. Je voulais être Vincent McDoom, tout simplement, qu'on donne un boulot parce qu'il a la capacité de le faire, en fait. Et à un moment, quand on me demandait de venir faire amuser le galerie parce qu'il fallait absolument, tu vois, une quota, tu vois, de personnes comme moi, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, et ça faisait bien des audiences. Après un moment, je réalisais que ça ne payait pas et je ne voulais pas et je demandais et j'ai émis le souhait de faire des films, de faire des séries télévisées, d'avoir une émission à moi-même et finalement rien n'est venu. Ouais, mais est-ce que justement tu n'as pas eu ça parce que tu as cultivé toi aussi ce côté féminin Je n'ai pas cultivé, la télé est venue me chercher parce que je suis comme voilà, ça. Donc c'est ça aussi qui t'a fait... peut-être à l'époque, peut-être j'ai été trop tôt.
Parce que maintenant, tout secoue un arbre et il y a des travelots qui tombent. Ah, tu vois? oui. Mais comme des fruits. Tu vois? Mais c'est la vérité. Parce que maintenant, il y a les émissions RuPaul's Drag Race, Fran's Drag Race. Maintenant, de toute façon, on le met dans tous les sauces en ce moment. On a bien vu, tu vois, la catastrophe que ça a été pendant l'ouverture de Géo en France. Ouais. Tu vois? Alors, Justement, toi, tu as cultivé ça. Un petit mot également sur quelqu'un on disait que c'était le nouveau Vincent McDoom, qui est malheureusement pas aujourd'hui décédé, FX, dès qu'il avait fait Secret Story en 2010. Oui, mais encore. Et lui, il a mal vécu ça, en fait. C'est pour ça, je crois qu'il y a eu un suicide. Parce que à l'époque, ce qu'on faisait, en 2009, c'est quand on demande à une personne de faire partie d'une émission de télé, on était suivi par un psychiatre, en fait, pour voir si tu es apte de le faire. Et aussi, qu'est-ce qu'on faisait? On vous suivait après la sortie de l'émission. Tu avais un suivi. Maintenant, vous n'avez pas de suivi, en fait. Maintenant, tout et n'importe qui peuvent être à la télé. Et en ce moment, on a l'impression que tu dois payer la télé pour être à la télé parce qu'on ne te paye plus comme on te payait avant. Pourquoi, parce que moi, on paye plus? Pourquoi on paye plus comme on payait avant? Je ne sais pas, va demander à Alexia de la Rochebert. Parce que j'ai vu une interview avec Alexia de la Rochebert, on lui a posé la question sous les salaires des présentateurs et des salaires des gens qui rentrent dans les émissions de télé-réalité. La réponse d'Alexia de la Rochebert, c'est texto, écoute, on le paye le SMIC. Le présentateur a demandé, est-ce que c'est le SMIC par jour? Elle disait non, le SMIC pour la durée de l'émission, en fait. Moi, je suis désolée, tu vois, ce n'était pas comme ça. Oui, je suis conscient, after one time is two times. On dit, je ne sais pas comment on dit ça. Parce qu'on a reproposé des émissions, j'imagine, récemment. Oui, 50, je crois. Mais on me propose des choses, mais je n'ai pas envie d'être une faire-valoir pour, en fait. Je pense que je peux le faire. Donne-moi la chose parce que j'ai cette possibilité. Aujourd'hui, on peut dire que tu es toujours dans la mode, des mannequins. Oui. Tu es acteur aussi. Je suis acteur, je fais de théâtre. Parce que là, on m'a envoyé une belle pièce de théâtre. Oui. Tu vois, une pièce de théâtre qui est écrite par David Sauvage, tu vois, magnifique, qui s'appelle Veuve la mariée. Et j'ai la chance enfin de pouvoir travailler avec Natasha Amal et David Kolnouk, tu vois, un autre acteur, et nous sommes trois sur scène. J'ai fait ça. Je l'ai fait une avec Julie Arnold, tu vois, et c'était une expérience odieuse. Parce que Julie Arnold n'est pas quelqu'un de gentil. Et Julie Arnold, quand tu es face caméra, elle est gentille. Mais derrière, elle va te faire des choses. Et Julie Arnold, le problème que je trouve avec elle, vraiment, c'est au début, elle était gentille. Mais tu sais, quand quelqu'un est gentil, et la première chose que la personne te dit, c'est la personne te parle d'une autre actrice, tu devais faire attention parce que la personne va te faire la même chose. Et c'est ce que m'est arrivé avec Julie. Et Julie, elle m'a rendu pratiquement impossible, tu vois, ou difficile de jouer parce que Julie, dans sa tête, elle était une actrice confirmée avec 35 ans d'expérience et moi, j'étais nouveau. Mais ce que Julie, elle avait tout juste oublié, peut-être elle avait l'expérience. Tu vois, moi, j'étais en train d'apprendre. Elle ne voulait pas m'apprendre. Par contre, j'avais une chose que Julie voulait, la popularité. Parce que Julie, elle a fait une émission de télévision, elle était une star, mais en fait, une fois c'était fini, elle n'a pas eu cette popularité que nous avons grâce à des réseaux sociaux, grâce à, toi, elle a pas ça. La popularité, et elle m'a rendu la vie vraiment très difficile, dans le sens que quand on faisait la pièce, écoute, parce qu'elle était expérimentée, elle changeait les mots. Et peut-être un mot changeait parce que c'est la fin de la phrase. Écoute, ça... si elle devait sortir dans une porte, elle sort dans l'autre porte et finalement, ça crée des problèmes. Mais c'est pas grave, c'était une belle expérience. Aujourd'hui, tu as toujours la notoriété, tu as toujours la popularité, les gens ils t'arrêtent dans la rue? Ah, toujours. Ils te disent quoi? J'aimerais bien, toujours, ce que les gens me disent souvent, Monsieur McDoom, pourquoi vous n'êtes plus à la télé? Pourquoi vous revenez plus à la télé? Pourquoi vous n'avez pas une émission à vous? Et pourquoi vous n'avez pas un rôle dans une série télévisée? Effectivement, j'ai cette popularité. Aujourd'hui, tu es dans Face à Rajou, hein, donc tu es face à l'écran hein, aujourd'hui. On t'a vu récemment, enfin on te voit un peu parce que tu as donné donné ton point de vue sur la position, on va en parler des transgenres, parce que toi, tu es un homme, hein,
ou des gens ont eu un doute. Je suis un homme, certes. Tu n'as pas voulu devenir une femme. Tu es un homme, tu as toujours dit que tu étais homo, mais que tu ne voulais pas devenir une femme. Vous savez quelque chose, je dois absolument le dire. Vous savez, quand tu es né, tu as des parents, en fait. Ouais. Et les parents, c'est eux qui vivent le plus difficilement votre unicité et votre différence. Et moi, je peux comprendre quelqu'un qui pense être né dans le mauvais corps, mais ça n'existe pas. Personne n'est né dans le mauvais corps. Mais je peux comprendre que tu penses que tu es né dans le mauvais corps et tu as envie de te mettre en conformité avec ce que tu penses qui se passe dans ta tête. Ça, je peux comprendre. Mais là, quand tu es un adulte, mais par contre, quand tu es en train d'imposer, tu vois que moi, je t'appelle une femme, tu vois, et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Une dictature de minorité. Parce qu'on nous a appris que la démocratie, c'est la personne qui a le plus de voix, c'est lui qui a raison. Mais malheureusement, tu vois, une toute petite partie de la communauté, une toute petite de population veut faire la loi. Et maintenant, on a l'impression que la démocratie est à l'envers, en fait. Et c'est les personnes qui sont en minorité, qui font la loi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je vois la confusion que ça crée. La transition, tu es contre le transgenre, en fait. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais tu dois le faire parce que tu es un adulte et tu as le droit. Vous savez quelque chose? Mais essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Un enfant n'a pas le droit de changer. Un enfant n'a pas le droit de boire d'alcool. Il n'a pas le droit de conduire. Il n'a pas le droit d'entrer dans une boîte de nuit. Il n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Mais un enfant a le droit de te dire qu'il veut changer de sexe. Un enfant à 5, 6, 7, 11 ans qui te disent qu'il veut changer de sexe, là, il y a un problème. Cet enfant-là a le droit aussi de dire « j'ai le droit de faire l'amour », en fait. Si un enfant te dit ça, « j'ai le droit de faire l'amour », en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, beaucoup de gens vont s'engouffrer dedans, en fait. Et qui sont les personnes qui vont s'engouffrer dedans? Ben oui, il y a la pédocriminalité qui est en train de cacher derrière tout ça, en fait. Moi, je dis tout le temps, leave the kids alone. Un enfant, vous savez, quand vous donnez des puberty blockers à des gamins, une petite fille, si elle veut revenir en arrière, elle ne peut pas parce qu'elle sera stérilisée pour la vie. Le petit garçon, si on lui donne le puberty blockers très tôt, écoute, son sexe, son agent sexuel ne va pas pousser. Le jour que lui, il va décider de faire le changement ou être mutilé, parce que c'est ça, il faut appeler c'est les choses parce que ça, c'est une mutilation. Quand ils vont le mutiler, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le petit sexe pour faire le cavité vaginale. Ouais. Le cavité vaginale. S'il tombe amoureux de quelqu'un qui a une engin beaucoup plus grosse que la sienne, qu'est-ce qui se passe? Non, mais souvent, la transition, ça se fait quand ils sont adultes. Non, mais maintenant, ça commence beaucoup plus tôt. Ah oui, beaucoup plus tôt. Et c'est ça que tu condamnes, alors? Oui, je condamne toutes ces choses-là. Laisse la personne le temps. Parce que, vous savez, le préadolescent et l'adolescent est très important pour un enfant. C'est là un enfant joue avec le sexe. C'est-à-dire que si un enfant, si un homme à 16 ans n'est pas bien dans sa peau, ou toi, il faut qu'il reste homme quand même. Si une femme, c'est pareil. Enfin, bon, dans les deux sens, c'est pareil. Moi, c'est-à-dire qu'on doit se féminiser, ou comment on dit se masculiniser alors? Comme tu as pu faire, si je comprends bien, mais pas changer de sexe. Non, peut-être la personne est tout simplement un homosexuel. Tu vois ce que je dis? Appeler les choses par son vrai nom. Peut-être la personne est tout simplement un homosexuel, tu vois. Mais par contre, en ce moment, vous devez savoir, il y a de l'argent qui est fait, en fait. Quand la personne fait une transition, tu vas faire une malade pour la vie parce que la personne va avoir besoin de médicaments toute sa vie aussi. Et ça, c'est des choses qu'on ne veut pas vous dire. Mais tu sais qu'aussi, il y a des gens, par exemple, des hommes qui se féminisent, mais qui sont absolument pas homos. Bah oui. Ça existe, il y a beaucoup d'hommes. Oui, mais aussi, il y a un problème pareil aussi. Pareil pour les oui, femmes. mais il y a aussi le problème, c'est beaucoup de personnes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour une personne qui va jusqu'au bout de choses, jusqu'au bout de transition. Quand tu es un adulte et tu vas jusqu'au bout de transition, parce que c'est tellement douloureux, c'est que la personne doit endurer. Mais par contre, en ce moment, maintenant, il y a des personnes qui gardent le costume 3 pièces, qui ajoutent
Tu vois, parce que les sangs sont amovibles, tu peux changer chaque année si vous voulez. Eh bien, écoute, on ajoute des sangs et ces personnes-là veulent que moi, je l'appelle, dis madame, moi, je suis désolée. C'est-à-dire que tu étais Ah ouais, s'il faut, si j'essaie de comprendre, s'il faut changer complètement pour toi. Oui, faut pas garder un sexe. Un homme ne doit pas changer ses Et là, quand tu changes, une femme tuée, tu ne vas pas créer une autre communauté qui s'appelle une communauté T et maintenant se mettre en compétition avec les femmes. On a dit que tu étais transphobe, alors. On a dit que je suis transphobe tout simplement parce que je dis des choses que la communauté trans ne veut pas entendre, tout simplement. Est-ce que tu connais une Camnaf, certaines Camnaf? C'est qui ça? Camnaf, vous avez été en réseau, vous avez été en contact sur les réseaux. Elle a fait l'émission chez quelqu'un qu'on connaît bien ici, Aaron. Oui, et vous avez pas toi aussi, tu as été chez Aaron, hein, d'ailleurs, qu'on salue. Et apparemment, ça s'est mal passé avec Camnaf. Tu as voulu proposer un débat. Elle avait refusé à l'époque. Elle m'a dit, tu lui diras que je suis OK pour faire un débat, si besoin. En fait, le chose... C'est quoi l'histoire pour le storytelling, pour rappeler aux gens C'est tout simplement cette personne, comme par hasard, cette personne en train de dire maintenant des choses que moi j'avais dit à l'époque. Mais elle a fait une transition complète. Hein. Elle a fait en 360, hein, parce que moi j'ai vu des choses qu'elle dit. Peut-être elle avait besoin de temps de se maturer, tu vois, d'avoir une certaine maturité. Mais avant, elle ne disait pas ça. Et moi, je disais non, parce que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de installer le doute dans la tête des gamins. Et il ne faut pas le faire ça. Vous êtes une adulte, vous voulez faire. Et malheureusement, le problème, c'est les personnes comme elle qui ont changé de sexe. En fait, tu changes de sexe, tu es une femme. Tu vois, eh bien, écoute, tu fais ta vie de femme. Ce n'est pas la peine de créer, tu vois, une autre communauté à côté qui est en train de se... Tu vois, et c'est ça, j'ai un problème avec. J'ai eu du temps à te comprendre, mais je vois, tu veux qu'une fois que tu es une femme, t'es comme une cis, alors. Bah oui. Cisgenre, on rappelle, c'est femme de naissance. Oui, physiquement et tout, tu es une femme. C'est juste, tu ne peux pas donner naissance à un enfant, tu n'as pas d'ovaire. Tu vois, mais tu es une femme. Soyez content, tu as réussi des choses. Certains, justement, on parlait de Monroe qui dit que les trans restent des hommes. Bah, quand même, pour toi, ce sont des femmes. Moi, quand tu fais toute la transition, j'ai de respect pour toi. Tu as voulu devenir une femme, tu es une femme. Malheureusement, votre chromosome, même si tu es devenue une femme, est celle d'un homme. Et quand vous êtes décédé et on met votre corps, tu vois... mais maintenant, tu peux changer les identités, c'est possible. Maintenant, c'est autorisé, donc c'est légal. Oui, mais malheureusement, tu vois, cette petite communauté qui est en train d'aboyer tellement fort et tout le monde est en train de... C'est ça qui te dérange, cette communauté. Ça me dérange, en fait. Parce que où est la démocratie dans tout ça, en fait? C'est le fait qu'ils se mettent trop en avant, si je comprends bien, c'est le fait que le transgenre se mette trop en avant. Ils peuvent faire une transition, mais qu'ils l'imposent aux gens, peut-être. Tu peux le mettre en avant. Ça, c'est pas mais c'est la façon que tu te mettes en avant. Avec les LGBT. Arrêtez, oui. Parce que, moi, je suis désolée, tout le monde sait, il ne faut pas, tu vois, les transsexuels et... On dit les transgenres, ils n'aiment pas quand ils sont transsexuels. C'est des transsexuels pour moi, je suis désolée. C'est des transsexuels, tu vois. Qu'est-ce qui se passait? Ah ben, écoute, la communauté trans ne s'entend jamais avec les gays, en fait. Ah oui. Mais finalement, on a mis tout... Avant, c'était... Donc, tu n'as pas d'amis trans? Moi, oui, j'en ai. Ah bah, tu vois, tu t'entends bien, alors. Mais les gays ne s'entendent pas avec les trans, et tu dis non. Non. Mais c'est connu, en fait. Oui. Peut-être tu n'es pas et tu ne comprends pas la dynamique, en fait. Mais il y a une vraie dynamique. En fait, non, tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une vraie dynamique. Tu viens de dire que les gays ne s'entendaient pas avec les trans. La communauté trans ne s'entend pas vraiment avec la communauté gay, en fait. Ah oui. Tu vois? Et en ce moment, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on ne savait pas où le mettre les trans, on l'a mis sur une ombrelle, tu vois, le T, ouais. G, B, et maintenant il commence le T, et maintenant il commence toutes les autres choses, et plus en fait. Mais excusez-moi, dans ma tête, et moi, pour moi, vous ne pouvez pas me faire accepter, tu vois, autrement qu'il y a deux genres, masculin, féminin. Il y a 3 possibilités de sexe, bisexualité, homosexualité et hétérosexualité. Tout le reste peut-être un problème mental et de la perversité. Donc le non-genré n'existe pas? Non. Ceux qui se considèrent ni homme comme femme, on a eu ici. Non, ça n'existe pas. Alors toi, tu disais justement, tu étais assez d'accord. Tu sais, une chose qui est magnifique, tu sais, si tu prends un homme et une femme et tu mets sur une île, tu le laisses tout seul, pendant une 50aine d'années, tu vas avoir une belle génération. Bah, c'est pas sûr s'il n'y a pas d'attirance. Mais
On aura forcément par la force des choses. Moi, je suis désolée. Mais toi, tu penses à l'attirance, mais tu vois, juste biologiquement parlant, si tu mets un homme et une femme, après 50 ans, tu vas avoir une belle génération. Si tu prends un trans et tu le mets avec un mec, tu vas trouver 2 os, 2 cadavres. Ah oui, ils vont se... Excusez-moi. Bah, non, un cadavre et l'autre doit se... Parce que les deux peuvent pas se tuer. Le trans, le fuck, c'est toute la communauté trans qui disent que je suis homophobe. Je ne suis pas homophobe. Parce qu'il faut voir les choses telles qu'il est. Non, pas homophobe, transphobe. Transphobe, oui, excellent, merci. Transphobe. Il faut, si les trans, eux, ils peuvent ouvrir la bouche maintenant et parler, c'est parce que moi, je suis passé par la porte. Je ouvre la porte et j'ai donné une grande... Ah ben, excusez-moi, il faut pas. Il faut pas. Tu vois? Pour moi, quand je reçois certains messages qui me disent « Oui, je vous aimais beaucoup, vous avez ouvert la porte pour nous, mais maintenant tu es transphobe. » Excusez-moi, il faut décider... Mais toi, tu n'es pas trans. Ben non, je ne suis pas trans. Je n'ai jamais dit que je suis trans. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui le pensent encore. Oui, mais malheureusement, en fait, il y a une amalgame qui est faite, en fait. Et il y a beaucoup de mecs qui se griment en femme, tu vois, avec le costume 3 pièces. Il ajoute des seins amovibles et eux, ils veulent que toi, tu les considères comme des femmes. Je suis désolée. Et toi, tu te considères comme travesti plutôt ou pas du tout, non Ça, on doit te le dire. Je suis incasable, je suis Vincent, en fait. Tu es Vincent. You are Vincent. Exactement. Exactly. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin, tu vois, je n'éprouve aucune chose d'appartenance, tu vois, ou appartenir, en fait. Si moi, je suis moi. Si moi, je suis unique. Chacun de nous est né unique, en fait. Après, tu décides de suivre parce que tu n'as pas envie d'être laissé pour cause. Bien sûr. Mais moi, je m'en fous d'être laissé pour cause. Je m'en fous que les gens pensent que je suis, tu vois. Mais moi, à 60 ans, est-ce que moi, la communauté trans... Je n'osais pas te demander ton âge, tu l'as dit directement, tu as 60 ans aujourd'hui. Je 60 ans. Et les gens, ils disent que tu as quel âge souvent quand ils te discutent en moi? Les gens disent plus jeune, tu vois. Oui. Sauf pour moi, à mon âge... Vu qu'on te voit depuis longtemps, on sait que tu as un certain... Mais 60, je pensais pas. Une fois, j'ai dit, je suis la grand-mère du mouvement. Et les trans, ils ne doivent pas s'y porter. Je me dis, mais quoi? Bah oui, il y a eu des personnes magnifiques comme Bambi. Il y a eu des personnes, il faut apprendre, hein. Il y a des personnes comme Bambi qui a ouvert le chemin. Il y a Coccinelle, il y a Galia. Ces personnes-là, ils ont fait leur transition. Ils sont devenus femmes, ils ont fait des métiers, en fait. Ils ne sont pas devenus des prostitutions. Ils n'ont pas devenu des prostituées dans le bois de Boulogne. Mais il n'y a pas que ça, c'est un peu imagé aussi. Ils ne font pas des OnlyFans, tout simplement pour gagner de l'argent. Ils avaient une chose. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, les gens... Il n'y en a pas que de ça, malheureusement. Il y en a beaucoup. Dans la sexualité. Malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a, parce qu'il y en a qui sont même venus par les cibles, mais pas tous. Et si, tu vois, en ce moment, ce qu'on voit maintenant, c'est... les politiques, les élites, les politiciens élites, ils ont hijacké ces choses-là. Et finalement, cette communauté, c'est juste une masque, tu vois, pour cacher plus, tu vois. Et c'est ce que je pense. Tu étais d'accord avec Donald Trump aussi par rapport aux lois aux États-Unis, sur le... Mais vous savez, mais c'est magnifique ce que lui, il a fait. Tu sais, les gens vont dire qu'eux, ils n'aiment pas. Moi, sans être politique, mais tu déclares quand même que c'est pour Trump. Oui, parce que tu peux être Emmanuel Macron si tu fais quelque chose qui est bien pour le peuple. Il est bien, je le dis. Tu vois, de la même façon que Trump, il fait des choses. Moi, je trouve ça inadmissible que Trump, tu vois, il est qui pour dire qu'on doit faire une Riviera comme le French Riviera, tu vois, en Palestine, mais excusez-moi, mais où est le respect, tu vois, pour les sangs qui sont coulés là-bas? Mais excusez-moi, de quel point c'est encore de la colonisation? Ça, je suis contre, tu vois. Mais par contre, Donald Trump, il a dit d'autres choses. Et quand lui, il est rentré, il a arrêté, tu vois, des garçons qui sont dans les sports féminins. Je suis d'accord avec ça. Il a arrêté tous ces... on va te donner un boulot, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu as la qualification, tout simplement parce que tu es noir, parce que tu es arabe, parce que tu es... Mais ça va jamais s'arrêter. Toute la vie, ça sera comme ça. Mais voilà. En France, comme n'importe quel pays. Et c'est ça. Et Donald Trump, il a dit arrêtez à tout ça. Mais malheureusement, ce qui se passe, et je vraiment très, très mal pour la communauté trans, parce qu'à vouloir trop vite, et on fait trop, et aboyer tellement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec Donald Trump, beaucoup d'autres pays vont suivre, parce que lui, il débute, mais là, c'est d'autres pays qui vont suivre. La France est en retard, mais la ça veut dire qu'il veut pas que les trans...
Il dit que les gens doivent garder leur identité de base, en fait. Exactement. Et maintenant, tu sais, même si tu as fait le changement d'état civil, ah ben, écoute, sur ton passeport, il faut avoir le sexe dans lequel que tu es né, en fait. Vous vous rendez compte le nombre de trans qui n'ont pas cherché, qui n'ont pas vocalisé, qui n'ont rien demandé, et maintenant, une petite communauté dans leur communauté a créé un problème. Parce qu'il y a deux communautés. Maintenant, ils ne peuvent pas voyager. Certains vont payer à cause des autres. C'est ça ton message. C'est ça le problème. Est-ce que tu as déjà débattu avec des trans sur un plateau télé Débattu te retrouver en même temps, parce qu'on parlait de Camnaf, il y en a d'autres. Moi, j'ai aucun problème de le faire, en fait. Tu pourrais éventuellement organiser ça. C'est ça, comme ça. J'ai aucun problème à le faire, tu vois. Mais moi, je ne le ferai pas avec la personne dont tu m'as demandé, tout simplement. Parce que, en fait... Apparemment, c'est toi qui lui as demandé, elle l'avait refusé à l'époque, mais toi, tu ne veux plus aujourd'hui. Hein? Elle t'avait demandé de débattre. Non, c'est toi qui avais demandé? Je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Tu lui as demandé un débat, elle a refusé, donc aujourd'hui, c'est le contraire. La chose, c'est elle était tellement agressive. Il y avait une manque de respect. Il y avait une manque de tout, en fait, chez elle. Moi, je trouvais d'une vulgarité, mais au plus profond. Et une chose que moi, je déteste vraiment, c'est de la vulgarité au quotidien. Vulgarité, c'est un grand mot, comme c'est quand même... Oui, mais moi... On l'a déjà reçu ici, on n'a pas eu quelqu'un de vulgaire. Pour moi, c'était... Mais tu ne peux pas me dire, c'est ce que je pensais. Oui, c'est ce que cette personne m'a montré. Okay. Tu vois ce que je dis? Pour moi, il y avait une vulgarité. Et cette vulgarité au quotidien, ça m'insupporte, en fait. Moi, je suis désolée. Quand tu es une belle personne comme elle, parce qu'elle est belle, tu vois, oh, il est beau, tu vois. Mais cette personne, quand tu es belle et tu as la chance, tu as pu faire toutes les choses. Moi, eh ben, écoute, tu sais avec qui j'aimerais bien débattre? Avec quelqu'un qui s'appelle... comment elle s'appelle encore? Ah oui. J'avais trouvé le nom, toi. Peyton. Ah oui? Moi, je trouve que c'est une belle personne. Je trouve que c'est une personne bien réussie. Bah, c'est qu'on la connaît, Peyton. Elle était à ta place il y a 3 mois. Ah ben, cette personne, moi, je trouve, elle a tout à fait, tu vois, cette personne, Peyton, elle a tout à fait, tu vois, elle a compris. Ah, elle monte, Peyton. On parle d'elle. Tu sais quoi? Elle est chic. Elle est élégante, elle le fait d'une manière et elle agresse personne de la façon qu'elle le fait. En fait, ça vous donne envie d'y aller vers elle. Quand elle ouvre sa bouche, il y a une intelligence, mais incroyable. Et ça, je trouve... Et c'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est pas quelqu'un qui a décidé de changer de sexe aujourd'hui ou demain et finalement, elle est en train d'imposer à tout le monde de lui appeler mademoiselle. Non, c'est pas comme ça. Okay. Et moi, je trouve ça joli. So, Peyton, moi, j'aimerais bien. Bon, bah pour la partie, on va s'arrêter là. De toute façon, hein, on a fait. Vous savez que d'habitude, c'est moins long face à Radio avec toi. On a tellement de choses à dire. On ne s'arrête pas. On pourrait y passer la nuit et continuer à parler. En tout cas, mais alors, juste un truc. Oui, tu l'as fait en 2004. À l'époque, tu parles pas du transgenre dans ton livre. Alors, si je trouve. Ah non, je parle pas. À l'époque, on n'en parlait pas. De toute façon, on avait très peu de gens encore à l'époque. Mais on m'appelait déjà à l'époque une trans. Oui, mais il n'y avait pas des gens. Mais par contre, c'était pas aussi dans ta gueule comme on fait aujourd'hui, en fait. Donc aujourd'hui, tu es heureux? Enfin, tu te sens bien. Je suis très heureux. Tu es heureux, voilà, dans ta vie. Oui, tout à fait. Tu es bien entouré. J'aimerais bien que si je fais un boulot, on me paye par rapport à mon niveau. En amour, tout va bien? Tout va bien pour le moment. Voilà, sans rentrer dans les détails, voilà, c'est après. Ça va bien. Bah, le mot de la fin, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer l'émission? Le mot de la fin, c'est pour moi. Je vais vous dire quelque chose. N'importe quoi. Oui, c'est ça que j'aimerais bien. Les choses, c'est en anglais. Je vais le dire en anglais parce que je le connais en anglais. International, c'est chaud. Never worry about who will be offended if you speak the truth. Ne sois jamais offensé. Il faut jamais s'inquiéter de qui va être offensé quand tu parles la vérité, en fait. Il faut que tu sois inquiet plutôt par des gens qui t'enduisent en erreur, les gens qui te trompent et les gens qui te détruisent. Là, tu dois faire attention. On n'ira pas plus loin, c'était le mot de la fin. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer, Vincent. Je te fais des bisous. Quel plaisir. Et je vous fais des bisous chez vous. Ciao, ciao.